Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce nouveau webinaire Usarea, cette fois-ci dédié au sujet de l'analyse des risques d'usage. Donc comment construire une analyse des risques d'usage conforme et utile. Donc je me présente, donc moi c'est Amandine Broussier, donc je suis spécialiste en aptitude à l'utilisation. Donc j'accompagne les fabricants de dispositifs médicaux dans la mise en œuvre et la conduite du processus d'utilisation, que ce soit pour le marquage CE ou l'autorisation FDA. Donc j'ai accompagné de nombreuses compagnies sur tout type de dispositif, tout type de classe et j'ai cofondé Usarea, donc qui est une société spécialisée en aptitude à l'utilisation des dispositifs médicaux, dans laquelle nous accompagnons les fabricants dans la mise sur le marché de dispositifs sûrs adaptés aux utilisateurs, tout en répondant aux exigences réglementaires pour le marquage CE et l'autorisation FDA. Donc globalement, au niveau de notre offre, donc on a des prestations en aptitude à l'utilisation, on fait aussi de la formation sur la norme 62366. On a une offre en recherche utilisateur, que ce soit en DM ou en santé de manière globale, pour mieux comprendre les besoins des utilisateurs et concevoir des solutions adaptées. Et une offre de conception, notamment pour la conception d'interfaces numériques ou d'interfaces liées à la documentation d'accompagnement, donc notices, guides de démarrage rapide, support de formation. Donc, pourquoi on est là aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce qu'on est parti d'un constat du terrain qui est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont une gestion de la norme 1471 très solide, une norme 62366 plutôt bien structurée dans leur processus, mais il n'y a aucune articulation entre les deux. Et du coup, notre objectif, ça va être vraiment de reconnecter ces deux normes et de montrer en quoi une bonne analyse des risques d'usage va impacter tout votre processus d'aptitude à l'utilisation. Pour le petit contexte normatif, donc on a bien deux normes totalement distinctes. D'un côté, l'ISO 14971, qui est la gestion globale des risques, donc adaptable à tout type de risque, et d'un autre côté, la norme 62366-1 pour l'aptitude à l'utilisation, et qui va du coup nous permettre la gestion des risques d'usage. Donc ici, c'est l'étape du processus de gestion des risques. Donc pour les besoins de ce webinaire, on a dû transformer un petit peu la forme, puisque sinon le schéma était assez gros, donc on l'a transformé, mais globalement, c'est exactement ce que vous retrouvez dans l'ISO 14971, pardon, à savoir où on va débuter par l'analyse des risques, ensuite l'évaluation du risque, le contrôle de ce risque, l'évaluation du risque résiduel global, le rapport de gestion des risques et enfin les informations production ou post-production. Globalement, ce schéma, on va l'utiliser tout le long du webinaire, mais ce n'est ni plus ni moins que le schéma classique que vous avez dans la 14971, où on part de l'analyse des risques pour arriver à sa revue et aux activités de production et de post-production. En face de ça, on a le processus d'aptitude à l'utilisation selon la norme 62366, qui lui débute par une spécification d'utilisation, suivie de l'analyse des risques d'usage, la sélection des scénarios d'utilisation relatifs aux phénomènes dangereux pour l'évaluation sommative, la spécification de l'interface utilisateur, le plan d'évaluation de l'interface utilisateur, la conception et l'évaluation formative, et enfin l'évaluation sommative. À savoir qu'ici, on a résumé en 7 étapes, mais si vous ouvrez la norme 62366, vous en verrez 2 supplémentaires, donc plutôt 9, puisqu'au niveau de l'analyse des risques d'usage, en réalité, il y a 3 étapes, mais ici, on la synthétise en une étape, puisque la finalité, c'est d'avoir une analyse des risques d'usage. Donc, vous allez vous demander quel est le lien entre ces deux processus. Eh bien, c'est l'analyse des risques d'usage. C'est vraiment le cœur des deux processus. Puisque au niveau de la titularisation, l'objectif, c'est vraiment d'assurer la sécurité d'utilisation du dispositif médical, que ce soit pour le patient, pour l'utilisateur ou pour les autres. Et pour atteindre cet objectif, eh ben, l'objectif, c'est de réduire les risques liés aux problèmes d'interaction avec l'utilisateur qui vont être liés à une utilisation dite normale, telles que les erreurs d'utilisation. Donc c'est là où il y a une grande importance d'avoir une analyse des risques bien ficelée. Alors ici, le schéma est très long, donc je ne vais pas l'expliquer en détail, c'est juste pour vous montrer vraiment la relation entre l'ISO 14971 et la norme 62366. Donc ça, c'est un schéma qu'on retrouve dans la norme 62366 et on voit bien qu'on a des relations assez fortes entre ces 2 normes, puisqu'on va avoir des étapes similaires qui vont être par exemple d'identifier les caractéristiques liées à la sécurité d'utilisation, d'identifier les dangers et situations dangereuses et on voit bien que, certaines phases sont des entrants pour la phase suivante. Donc par exemple, la spécification d'utilisation va impacter l'utilisation prévue telle qu'attendue dans la 14971. L'estimation des risques telle que décrit dans la 14971 va impacter l'identification et la description des scénarios d'utilisation liés à un danger, etc.
Donc comme je vous disais, le schéma est très, très long, donc on va pas le passer en détail, mais c'est juste pour vous montrer que, ces 2 normes sont bien dépendantes l'une de l'autre et qu'elles s'impactent mutuellement. Donc si on rentre dans le cœur du sujet, donc la première étape, d'un plan de gestion des risques, c'est de réaliser une analyse des risques. D'un point de vue usage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier les risques potentiels liés à l'utilisation. La norme 62366 va nous décrire 3 étapes pour réaliser cette analyse. La première, ça va être d'identifier les caractéristiques de l'interface utilisateur qui vont être relatives à la sécurité et les erreurs d'utilisation potentielles. La seconde étape va être d'identifier les phénomènes dangereux et les situations dangereuses, connues ou prévisibles. Et la troisième va être d'identifier et d'écrire les scénarios d'utilisation relatifs aux phénomènes dangereux. C'est ainsi que c'est écrit dans la norme 62366. Donc pour la première étape, eh bien d'abord, comment identifier les caractéristiques liées à la sécurité? Eh bien là, on va se baser aussi bien sur la spécification d'utilisation, qui est la clause 5.1 de la norme 62366-1. La spécification d'utilisation, c'est un document dans lequel on va décrire l'utilisation prévue, les utilisateurs prévus, l'environnement prévu, la séquence d'utilisation prévue, euh, les points de contact entre le dispositif et l'utilisateur. Et on peut également utiliser l'annexe 2 du guide technique 24971, qui est une liste de questions pour identifier les caractéristiques liées à la sécurité. Donc en combinant ces 2 informations et ces 2 approches, vous allez pouvoir identifier vos caractéristiques liées à la sécurité. Ensuite, dans cette première étape, on va vous demander d'identifier les erreurs d'utilisation. À savoir qu'une erreur d'utilisation, c'est une action de l'utilisateur ou une absence d'action de l'utilisateur lors de l'utilisation du dispositif médical qui va aboutir à un résultat différent du résultat prévu aussi bien par le fabricant que celui attendu par l'utilisateur. Si on prend par exemple une erreur d'utilisation liée à une action de l'utilisateur, on va prendre un stylo à insuline, l'utilisateur veut mettre 4 unités, finalement il en met 2 puisque, potentiellement l'affichage n'était pas clair, il n'y avait pas de flèche pour lui indiquer où s'arrêtait la dose. Il a mis 2 doses au lieu de 4 doses, c'est une erreur d'utilisation puisqu'il a fait, heu, il a fait une erreur en mettant la mauvaise information. Même si c'est pas forcément de sa faute, il a quand même fait une erreur. L'absence d'action, ça peut être dans le cas d'une alarme qui sonne, donc voilà, on est à l'hôpital, il y a une pompe à perfusion qui sonne. L'infirmière ne détecte pas l'alarme puisque, il y a du bruit, elle est occupée et cetera. Eh bien, on a une absence d'action, donc une absence de détection de l'alarme, qui va faire qu'on va pas avoir l'action escomptée qui est potentiellement d'aller remplacer la poche à perfusion. Donc mon patient ne reçoit pas son traitement, c'est une erreur d'utilisation puisque je n'ai pas détecté d'alarme et je n'ai pas fait d'action pour résoudre cette alarme. Ici, c'est juste pour distinguer un petit peu les champs d'application entre l'ISO 14971 et la 62366. Dans les 2 cas, on part de l'utilisation et on va partir uniquement de l'utilisation raisonnablement prévisible. C'est-à-dire qu'on va exclure tous les cas d'utilisation non raisonnablement prévisible, qui pourraient être par exemple, les cas où, sur un stylo auto-injecteur par exemple, mon utilisateur s'en sert comme marteau pour clouer une vis ou un clou ou quoi que ce soit. Et bien là, c'est une utilisation non raisonnablement prévisible puisque vous ne pouvez rien faire pour protéger ce cas. L'utilisation raisonnablement prévisible, ça va être dans le cas où ce qui va se passer, potentiellement, vous auriez pu l'anticiper. Au niveau de la 62366, on va s'arrêter au cadre de l'utilisation normale. Donc c'est-à-dire soit mon utilisateur utilise bien son dispositif, donc par exemple, il voulait 2 doses d'insuline, il a bien réglé 2 doses d'insuline, soit il commet une erreur d'utilisation, donc au lieu de mettre 2 doses, il en met 4 puisque l'interface n'était pas claire. Dans le cas de la 62366, on va exclure l'utilisation dite anormale. Celle-ci sera documentée dans le cas de la 14971, mais pas sur la 62366. Donc l'utilisation anormale serait par exemple, sur mon stylo, à insuline, on va peut-être pas prendre le stylo à insuline encore une fois, mais, mettons, sur une notice de médicament, c'est bien écrit que la dose maximale, c'est 2 cachets, qu'en cas de prise supplémentaire, ça fera un surdosage et potentiellement des conséquences cliniques. L'utilisateur dit: «Non, j'ai trop mal à la tête, c'est sûr, j'en prends 4, ça passera» et cetera. Il a bien compris qu'il devait en prendre que 2, mais il décide volontairement d'en prendre 4. C'est une utilisation anormale, puisqu'il a bien compris ce que vous lui disiez, mais il décide d'en faire qu'à sa tête, parce qu'il a vraiment envie de faire passer son mal de tête, par exemple. Donc là, vous avez mis tout ce que vous pouvez en place dans la notice, mais malheureusement, l'utilisateur décide par lui-même de faire une mauvaise utilisation. C'est de l'utilisation anormale, ce n'est pas couvert par la 62366.
Un conseil et qui est même quasiment une obligation pour, bien détecter vos erreurs d'utilisation, c'est de réaliser ce qu'on appelle une analyse des tâches. Donc l'analyse des tâches, il faut savoir que d'un point de vue purement FDA, c'est obligatoire et c'est attendu, par les agents FDA. Donc une analyse des tâches, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un découpage en tâches de l'utilisation de votre système. Si on prend un glucomètre, par exemple, la première tâche va être d'insérer la bandelette de test dans la fente prévue à cet effet sur le glucomètre. La seconde tâche, ça va être que l'utilisateur va se piquer le doigt à l'aide d'un dispositif de piqûre. Ensuite, il va appliquer l'échantillon de sang sur l'extrémité de la bandelette. Il va attendre que le glucomètre affiche un résultat. Il va lire la valeur affichée, interpréter la valeur affichée, et ensuite, il va décider de l'action à entreprendre en suivant la valeur du glucomètre. Donc si la valeur est haute, bah, potentiellement, il va prendre de l'insuline pour faire diminuer, sa valeur. Si sa valeur est basse, bah, potentiellement, il va se resucrer pour faire remonter la valeur et si la valeur est normale, il ne va rien faire. Et à chacune des étapes, vous pouvez vous demander, bah, qu'est-ce qui peut mal se passer? Quelle erreur d'utilisation peut arriver? Par exemple, si on prend, l'utilisateur, lit la valeur affichée, et bien là, on voit bien que c'est 98. On suppose que c'est des milligrammes par décilitre, mais admettons que lui pensait que c'était des moles par litre. Ça change toute son interprétation puisque 98 moles par litre n'est pas équivalent à 98 milligrammes par litre. Donc potentiellement, il va croire que, sa valeur est très haute, donc il va prendre beaucoup d'insuline alors qu'en fait, ça voulait dire que sa valeur était assez basse et donc il va être en hypoglycémie sévère, ce qui peut entraîner un coma, par exemple. Donc le but vraiment dans ce découpage des tâches, c'est de bien d'identifier quelle erreur peut survenir à chacune de ces tâches. Vous pouvez soit le modéliser de cette manière, donc c'est-à-dire que, vous pouvez le faire ça dans un tableur ou tout ce que vous voulez, ou vous découpez en tâches, soit vous pouvez aussi utiliser, un système d'arborescence, où on va avoir un lien direct entre chacune des tâches. Donc par exemple, demain, je veux faire une injection avec un stylo insuline, je dois préparer mon stylo et effectuer l'injection. Donc pour préparer mon stylo, je me lave les mains, je fixe l'aiguille sur mon stylo, j'effectue une purge et par exemple pour effectuer ma purge, bah, je dois sélectionner 2 unités puis appuyer sur le bouton. Vous pouvez très bien modéliser sous forme d'arbre ou juste utiliser une liste classique. L'arbre, c'est très bien, c'est très visuel et vraiment vous avez chacune des connexions. Ça peut vite prendre du temps par contre à réaliser. Donc à minima, basez-vous sur une liste des tâches dans un fichier, dans un tableur par exemple, c'est largement suffisant. Et si vraiment vous voulez, modéliser sur un dispositif où il n'y a pas énormément de tâches, où l'architecture n'est pas très massive, vous pouvez aussi utiliser cette méthode. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être d'identifier les phénomènes dangereux et les situations dangereuses de votre dispositif. Donc, au niveau des petites définitions, donc le danger, c'est la source potentielle du dommage. La situation dangereuse, c'est là où les circonstances dans lesquelles les utilisateurs sont exposés à un ou plusieurs dangers. Et le dommage, ça va être l'impact pour l'utilisateur, le patient et ou l'environnement. Donc ça, c'est les définitions de base qu'on retrouve dans la gestion des risques. D'un point de vue 62-366, qu'est-ce qui peut se passer? Bien souvent, ce qu'on va distinguer, ça va être des erreurs dites de perception, de cognition ou d'action. Si je reprends, l'exemple, du glucomètre, par exemple. Au niveau de ma perception, mon utilisateur pensait que l'interface utilisateur affichait les valeurs en milligrammes par décilitre, alors qu'en fait, elle les affichait en mol par décilitre. Donc il y a une erreur de perception puisqu'il n'a pas perçu la bonne unité, d'affichage. Donc il l'a mal interprété, donc il a une erreur de cognition puisque lui, il a interprété 96 comme étant 96 milligrammes par décilitre et non pas comme étant 96 mol par litre. Conclusion, il a fait une action erronée, puisqu'il a potentiellement pris, plus d'insuline que ce qu'il aurait dû en prendre basé sur son erreur d'interprétation à la base. Donc dans ce cas, il a pris plus d'insuline que prévu, il va avoir, un excès d'insuline, donc il va aller en hypoglycémie et potentiellement avoir un coma. Donc tout ça, on voit bien que c'est l'enchaînement. L'interface utilisateur n'était pas claire pour l'utilisateur, il a fait une erreur de perception qui a impacté sa prise de décision et qui a impacté son action. On peut aussi avoir des erreurs dans l'autre sens où, par exemple, on a une mauvaise action de l'utilisateur, donc il met 4 doses sur son stylo, auto-injecteur au lieu de 2 doses. Donc il envoie comme entrée 4 doses au dispositif médical. Le dispositif médical, lui, ne se trompe pas, il lui délivre bien ses 4 doses. Donc en sortie, on a les 4 doses d'insuline alors qu'on devait en avoir que 2. De nouveau, on a un excès d'insuline qui peut mener à une hypoglycémie et à un coma. Donc on voit bien qu'on peut avoir 2 types, soit une erreur de perception basée sur l'interface utilisateur, soit une erreur liée à une action de base qui envoie une mauvaise commande au système. Dans les 2 cas, ça peut potentiellement nous mener à une situation dangereuse. Les sources d'entrée qu'on peut utiliser lorsqu'on souhaite, définir,
ces, situations dangereuses, ça peut être, par exemple, les précédentes versions du dispositif. Si vous avez déjà un dispositif sur le marché, vous pouvez aller voir un petit peu ce qui s'est passé, notamment via vos retours de, surveillance post-market. Si vous avez des utilisateurs qui se sont plaints beaucoup de fois d'un problème, qui ont rencontré énormément de fois un problème, ça va être une source d'entrée pour votre analyse des risques, puisque vous allez devoir reprendre ce problème dans votre analyse des risques et voir comment vous pouvez potentiellement, le mitiguer. Vous pouvez également utiliser les bases de données, donc pour tout ce qui est marché américain, notamment la ba mais que vous pouvez utiliser aussi en Europe, hein, mais la base mode, tout ce qui va être Medical Device Recalls. En France, vous avez la NSM qui liste aussi des fois des problèmes. La base mode, c'est quand même la plus grande source puisqu'on peut filtrer aussi par problème d'utilisation et cetera, et on va venir voir ce qui a été déclaré au niveau des dispositifs similaires pour voir, bah, voilà, tel problème est apparu sur tel dispositif, et là, vous allez pouvoir vous interroger: «Est-ce que le mien est-ce que ce problème peut aussi apparaître sur mon dispositif? Oui, bon, bah, du coup, j'ai bien, un phénomène dangereux à ce niveau-là», et après voir comment vous allez pouvoir vous protéger, de ce risque. À savoir que vraiment cette analyse des problèmes existants, c'est quelque chose qui est de plus en plus exigé par les autorités, que ce soit en Europe ou sur le marché américain. Bon, sur le marché américain, c'est vraiment une obligation. Sur l'Europe, voilà, des fois, c'est un peu plus libre, on va dire, mais vraiment, c'est quelque chose qui est quand même attendu. Et aussi une bonne source, d'entrée, pour définir quels sont vos risques d'utilisation, les phénomènes dangereux et cetera. Ça peut être des entretiens avec des utilisateurs. Bon, notamment avec des utilisateurs plutôt professionnels de santé, par exemple sur des systèmes de diabète avec des diabétologues pour savoir, bon, bah, voilà, si mon patient, fait telle action qui était pas une action que moi j'avais attendue, quelle peut être la conséquence et cetera. Ça peut être vraiment des bonnes sources d'entrée, et souvent en plus ils ont vu déjà beaucoup de systèmes, ils savent aussi comment les patients, utilisent vos systèmes et comment les utilisent mal, et du coup ça peut vraiment vous donner des inputs super intéressants pour faire votre analyse des risques d'usage. Et ensuite, la dernière étape, ça va être d'identifier et de décrire les scénarios d'utilisation relatifs aux phénomènes dangereux. Donc d'un point de vue 62-366, un scénario d'utilisation, c'est un ensemble de tâches que va réaliser l'utilisateur pour accomplir une certaine action et pour y attendre d'un résultat. Donc si on reprend l'exemple d'un stylo auto-injecteur, par exemple, la première tâche peut être l'utilisateur retire le stylo de son packaging. La seconde tâche, il va vérifier son intégrité, donc il va vérifier qu'il n'y a pas de fuite, que le stylo est en bon état. Et la troisième va être, il règle sa dose. Ou alors il peut régler sa dose en 3 enfin il va régler sa dose en numéro 3. Donc là, tout se passe bien. Il voulait mettre 4 unités d'insuline, il a bien mis ses 4 unités d'insuline, il a bien vérifié son intégrité, il n'y avait aucun problème. Il a bien ouvert son packaging sans dégrader son stylo, sans le faire tomber, tout ça. Donc tout se passe bien, le dispositif médical envoie bien les 4 unités d'insuline, et là, il y a un match. Moi, je voulais 4 unités, mon stylo m'envoie 4 unités, tout le monde est content, tout se passe bien. C'est une utilisation normale, tout va bien, une utilisation correcte. En revanche, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir un scénario d'utilisation relatif aux phénomènes dangereux. Dans ce cas, si on reprend le stylo, auto-injecteur, donc première tâche, je sors bien mon stylo de mon packaging, tout se passe bien, je le fais pas tomber, tout va bien. Je vérifie son intégrité, encore une fois, il n'y a pas de fuite, il est en bon état, tout va bien. Mais là, au moment de mettre ma dose, je vais mettre 4 unités et j'en mets 8. Et donc du coup, je fais une erreur d'utilisation. Ça peut être parce que, bah, par exemple, il y avait pas de flèche pour m'indiquer, il faisait noir, je voyais pas très bien, j'ai des problèmes de vue, donc la flèche était trop petite pour moi. Quoi qu'il en soit, j'ai rencontré une erreur, j'ai mis 8 unités au lieu de, 4 unités. Et là, du coup, on a un problème puisque j'ai mis 8 unités au lieu de 4, donc il y a un match qui ne se fait pas du tout, puisque mon système m'envoie bien 8 unités, mais moi j'en voulais que 4, donc on n'est pas d'accord sur ce qu'on s'attendait à avoir, et donc là, je vais rencontrer une situation dangereuse puisque je vais recevoir plus d'insuline que ce que je voulais, et donc de nouveau potentiellement hypoglycémie qui peut mener à un coma. Donc voilà, ce qui est vraiment attendu, c'est d'avoir tous les scénarios d'utilisation qu'on peut avoir avec son dispositif, et de voir dans chacun des scénarios s'il y a une erreur d'utilisation qui peut survenir, pour voir si on peut le transformer en scénario d'utilisation relatif aux phénomènes dangereux, qui est ce qu'on va chercher à évaluer lors des évaluations sommatives notamment. Donc la théorie c'est beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne quand on mixe un peu tout ce qu'on vient de voir? Eh bien, si on prend l'exemple d'un dommage causé par une erreur d'utilisation, donc on va avoir un scénario d'utilisation relatif aux phénomènes dangereux, qui va être, par exemple, que, le patient a une mauvaise vue, les unités de mesure du glucomètre, pardon, ne sont pas claires et la luminosité ambiante est faible.
Donc on peut avoir comme erreur d'utilisation que le patient sélectionne l'affichage de la valeur de glycémie dans la mauvaise unité. Il va lire incorrectement sa valeur, ce qui va engendrer une situation dangereuse dans laquelle le patient administre une quantité excessive d'insuline. Donc il a fait sa mauvaise quantité d'insuline, ce qui va engendrer une exposition à un danger. Ça ne veut pas dire qu'il le rencontre tout de suite, mais ça va être un danger. Donc il va y avoir une erreur de traitement, puisqu'on va avoir une dose incorrecte d'insuline qui a été administrée, vu qu'elle a été supérieure à ce que l'utilisateur s'attendait à recevoir, ce qui peut être source d'un coma, ou dans le cas où vraiment la quantité est excessive et que suivant la condition du patient. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'on peut mettre des mesures de maîtrise de risque en face. Donc là, par exemple, sur mon glucomètre, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ce problème? Et bien mettre un rétroéclairage, comme ça dans les situations à faible luminosité, eh bien j'avais toujours la possibilité d'allumer mon écran pour mieux voir. J'aurais pu avoir la possibilité d'ajuster la taille de police, ainsi même les patients avec des mauvaises vues auraient pu grossir au maximum la police et potentiellement mieux voir l'unité. Donc globalement, ça c'est vraiment les éléments qui sont attendus dans une analyse des risques d'usage, c'est-à-dire qu'on va s'attendre à voir le scénario d'utilisation relatif au phénomène dangereux, l'erreur d'utilisation, la situation dangereuse, le danger, le dommage et les mesures de maîtrise de risque. Et du coup, au niveau des méthodes d'analyse des risques, il faut savoir qu'il en existe plusieurs. Donc là, j'en ai choisi juste 3 assez rapidement puisque c'est plutôt des méthodes risques, enfin très, très risques. Donc on peut voir la première qui va être, la Preliminary Hazard Analysis, donc PHA, donc qui va être une approche plutôt dite descendante, qu'on va utiliser surtout dans les premières étapes d'un projet lorsqu'on a très peu d'informations. L'objectif, ça va être d'identifier les potentiels dangers, les situations dangereuses, les événements qui vont pouvoir mener à ce dommage, les causes potentielles, déterminer la probabilité d'occurrence, la gravité et identifier les mesures de maîtrise du risque. Une autre méthode qu'on peut utiliser, c'est la fault tree analysis, donc FTA, donc pareil, c'est toujours une approche descendante qui peut être utilisée lors de toutes les phases de conception, qui va nous aider à définir les conséquences, une conséquence ou un événement désirable, analyser les causes ou les combinaisons de causes qui ont conduit à cet événement majeur, de nouveau déterminer la probabilité d'occurrence, la gravité et d'identifier les mesures de maîtrise du risque. Mais on peut également utiliser la méthode des Failure Mode and Effect Analysis, donc FMEA, qui va être une approche cette fois-ci ascendante, qui peut être utilisée pour toutes les phases de conception, donc pour identifier les tâches critiques, les modes de défaillance potentiels, le ou les dommages, la probabilité d'occurrence de chaque mode de défaillance, la gravité de chaque dommage et les mesures de maîtrise du risque. Globalement, la grande différence entre ces méthodes, c'est si c'est une approche top-down ou bottom-up. Donc si on prend l'approche top-down, on part de l'effet pour remonter à la cause. Donc on va partir du problème global, qui va être le dommage, et on cherche pourquoi on a pu avoir ce dommage. Donc par exemple, mon dommage, c'est que mon patient reçoit une dose incorrecte, et bien on cherche ça, pourquoi il a reçu une dose incorrecte? Bah, peut-être parce que mon affichage est peu lisible, il y a une confusion au niveau des unités, il y a une erreur de manipulation. Donc c'est vraiment, on part du dommage et on descend à chaque cause, chaque sous-cause pour voir ce qui a pu entraîner ce dommage. Et à l'inverse, on a l'approche plutôt dite bottom-up, où là on part de la cause et on cherche l'effet. Donc on va partir de la défaillance pour identifier les dommages possibles. Donc par exemple, on se rend compte que l'utilisateur n'appuie pas assez longtemps sur le bouton. Quelles sont les conséquences de ne pas appuyer assez longtemps sur le bouton? Eh bien on a une dose incomplète qui entraîne un traitement inefficace. Donc là c'est vraiment l'inverse, on part de la cause et on cherche les effets. Et du coup, tout ça va se matérialiser par votre analyse des risques d'usage conforme à la 14971, mais aussi ce qu'on appelle une Use Related Risk Analysis, qui va être la matérialisation de l'analyse des risques d'usage. Donc d'un point de vue purement Usability 62366, qu'on peut exiger de vous, c'est ce qu'on appelle une Use Related Risk Analysis. C'est déjà un document obligatoire d'un point de vue FDA, et d'un point de vue Europe, c'est aussi très conseillé d'avoir ce type de document. Ça vous aide vraiment à passer d'une analyse des risques d'usage classique relative à la 1471 à quelque chose de vraiment actionnable pour la norme 62366. Donc de quoi ça se compose? Eh bien tout d'abord, on va avoir son numéro de tâche, qu'on a vu lors de l'analyse des tâches. Donc par exemple, ma tâche numéro 1, c'est de retirer le capuchon du stylo en tirant dessus. Une erreur qui peut arriver, eh c'est que l'utilisateur ne parvient pas à retirer le capuchon du premier coup. Quel peut être le danger et le dommage associé? Eh bien, un retard dans l'administration du traitement. Ici, on va être sur un produit qui n'était pas urgent, donc toutefois, l'administration de ce produit n'étant pas critique dans le temps, l'impact clinique attendu est mineur, puisque bon, il n'a pas réussi du premier coup, mais il a réussi la deuxième fois. Il avait largement le temps parce que c'était pas quelque chose d'urgent, donc le dommage est assez limité.
Là, on va devoir déterminer si c'est une tâche critique ou non. On verra juste après ce qu'on entend par tâche critique, mais dans ce cas-là, ça va être une tâche non critique puisque l'impact clinique est mineur. Et en face, au niveau des mesures de maîtrise du risque, on va par exemple avoir un capuchon à relief conçu avec une force de traction de 1,2 Newton. La force du retrait de capuchon est conforme aux produits similaires. Et en plus, au niveau de ma notice utilisateur, je suis venu mettre un diagramme pour expliquer comment retirer mon bouchon. J'ai mis des figures, etc. Et là, on va devoir décrire aussi comment on va évaluer ce risque d'un point de vue usability. Donc, pour évaluer ce risque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer la capacité de l'utilisateur à retirer le capuchon lors de l'évaluation sommative, et notamment dans le scénario d'utilisation numéro 1, qui est l'administration du médicament tâche 1. Donc forcément, le scénario, ça va dépendre de votre protocole d'évaluation sommative, mais d'avoir ce document, ça vous permet de tracer, ok, j'ai une tâche, quelle est ma tâche, quelles sont les erreurs qui peuvent être rencontrées lors de ma tâche, quels sont les dangers et la sévérité qui peut être associée, comment j'essaye d'éviter ce problème ou de le réduire au maximum, et comment je l'évalue pour avoir une preuve tangible que oui, ma mesure de maîtrise du risque est bien efficace. Si on prend notre exemple, on peut avoir par exemple, donc la tâche numéro 4, c'est d'appuyer sur le bouton vert pour déclencher l'injection et maintenir ce bouton pendant 10 secondes. Une erreur, c'est que le bouton est maintenu moins de 10 secondes. Donc la dose complète n'est pas injectée, on a un sous-dosage, ce qui peut entraîner un contrôle réduit des symptômes, même après une seule erreur. Est-ce que c'est une tâche critique? Eh bien, dans ce cas, oui, puisque les symptômes à traiter étaient assez urgents, donc si on ne les a pas traités, on peut vite avoir une conséquence pour sa santé assez importante. Au niveau des mesures de maîtrise du risque, au niveau de mon instruction d'utilisation, j'ai écrit au niveau de l'étape, admettons 8, qu'il fallait appuyer et maintenir le bouton vert jusqu'à entendre un clic sonore. C'est bien décrit dans mon IFU. On pouvait aussi imaginer en mesure de maîtrise du risque que on a le clic justement sur le stylo qui nous valide qu'on a bien entendu 10 secondes. Ça peut être un bip. Voilà, on peut avoir plusieurs mesures de maîtrise du risque. Et comment je vais prouver que ma mesure de maîtrise est efficace? Eh bien, lors d'une évaluation sommative, cette fois-ci sera dans le scénario d'utilisation numéro 1, ma tâche numéro 4, qui est l'administration du médicament. Donc ça, c'est vraiment un document qui va vous permettre de faire le pont entre ce que vous avez dans votre analyse des risques d'usage et votre évaluation sommative notamment. Et pourquoi, c'est crucial d'avoir une bonne analyse des risques? Eh bien, tout simplement, puisque toutes les phases de gestion des risques vont être impactées, que ce soit les phases de gestion des risques ou les phases de usability d'ailleurs, toutes ces phases sont impactées. Pourquoi? Eh bien, si on prend rien que l'évaluation du risque, qui est la deuxième étape, d'un plan de gestion des risques, Hem, eh bien, on va voir que pour les risques techniques, les risques d'usage sont évalués aussi en gravité et probabilité. Donc bon, là, pour les besoins du webinaire, j'ai fait une matrice en 5 par 5, mais bien sûr, chacun est libre d'avoir, une matrice comme il le veut et d'avoir une matrice en 3-3, en 6-6, enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est basé sur votre plan de gestion des risques. Et pourquoi c'est important d'un point de vue usability, de venir estimer la gravité et la probabilité? Eh bien, tout simplement, puisque, la gravité du risque a un impact dans la sélection des scénarios pour l'évaluation sommative. Donc au niveau de la clause 5.5, de la norme 62.366, on va vous demander de sélectionner vos scénarios pour l'évaluation sommative. Ce que va vous dire la norme 62.366, c'est que vous avez 3 choix. On va les résumer en 2 pour les besoins pour que vous compreniez bien la différence entre les 2. Le premier choix, c'est vous intégrer tous vos scénarios d'utilisation relatifs aux phénomènes dangereux dans votre évaluation sommative. Donc tout ce que vous avez identifié, qui tous les scénarios que vous avez identifiés dans lesquels pouvait se produire une erreur d'utilisation, vous allez les évaluer lors de votre évaluation sommative, même si la conséquence est minime, c'est un délai dans le temps, et cetera. La deuxième option, ça peut être, de choisir vos scénarios d'utilisation en fonction du dommage avant, mesure de maîtrise du risque, donc en fonction du dommage initial. Donc si vous avez un risque dont le dommage initial était, par exemple, malheureusement la mort du patient, c'est un risque élevé, vous allez l'intégrer dans votre évaluation sommative. Et au contraire, vous pouvez vous dire que tous les risques dont la conséquence est assez minime, donc par exemple juste un retard dans le traitement, mais c'est pas un traitement urgent, donc c'est pas grave si le patient attend, il n'y aura aucune conséquence derrière pour sa santé. C'est un risque par exemple de sévérité 2, si on reprend une échelle sur 5, eh bien vous pouvez décider de ne pas l'inclure dans votre évaluation sommative. Tant que vous justifiez votre choix et que c'est cohérent avec votre matrice des risques, pouvez un petit peu, moduler ce que vous allez choisir en évaluation sommative. Bien sûr, tout ce qui va être risque de niveau 5 ou 4, vous allez avoir des difficultés à dire: «Non, je ne l'intègre pas». Il faut aussi avoir une cohérence. Généralement, ce qu'on observe, c'est que sur une matrice en 5 par 5, tous les risques dont la gravité va être de 3, 4 ou 5 sont souvent, évalués lors de l'évaluation sommative. Mais bien sûr, ça va aussi dépendre de votre dispositif. Si vous êtes sur un dispositif peu risqué,
ou même la conséquence maximale, par exemple, n'est pas la mort du patient, mais est quelque chose d'inversé, peut-être que vous allez sélectionner que les risques de niveau 4 et 5 puisque le 3 n'aura pas une conséquence très critique sur la santé de votre patient. Et du coup, cette granularité au niveau de la gravité des risques va nous permettre aussi de déterminer les tâches critiques. Donc c'est-à-dire que les tâches critiques, ça va être des tâches qui, si elles sont mal réalisées ou non réalisées du tout, vont provoquer ou pourraient provoquer un dommage grave pour le patient ou l'utilisateur. Le dommage peut inclure toute atteinte à la qualité ou à la sécurité des soins médicaux fournis. Donc ça, c'est une définition qui nous vient de la FDA. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la norme 62366, on vous laisse le choix de soit évaluer tous vos scénarios, soit d'évaluer ceux dont le dommage est le plus important, donc c'est-à-dire des tâches plutôt critiques. En revanche, la FDA, elle va s'intéresser uniquement aux tâches critiques. Ce qu'elle va vous dire, c'est qu'elle veut que vous évaluez uniquement les tâches critiques. Bien sûr, des fois, on évalue dans un protocole les tâches qui ne sont pas critiques pour le bon déroulement de son protocole, mais la FDA, par exemple, ne va pas du tout s'intéresser à vos résultats, va vous demander de les mettre en annexe et elle ne va pas s'y intéresser spécifiquement. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien déterminer votre gravité des risques, puisque ça a un impact direct sur votre évaluation sommative et sur le choix des scénarios à réaliser. Donc si par exemple vous avez mis, je ne sais pas, lors de votre analyse des risques, vous aviez commis une erreur sans le faire exprès, vous avez mis que le dommage était super important, parce que vous n'avez pas consulté de médecin ou autre et vous avez potentiellement imaginé un dommage plus important que ce qu'il n'était. Vous avez mis une sévérité de 5, donc vous évaluez votre risque. Au final, en évaluation sommative, le risque arrive plein de fois, le l'utilisateur le rencontre plein de fois. Vous pouvez pas dire qu'il est acceptable, vous vous retrouvez un petit peu dans l'embarras et en fait, vous réalisez que potentiellement la conséquence n'était pas aussi élevée que ce que vous aviez imaginé et bah, vous pouvez plus justifier qu'en fait, si, en fait, elle était pas si élevée que ce que j'avais dit. C'est un petit peu, peut penser que vous mentez un petit peu, donc c'est vraiment très important de passer du temps à déterminer cette gravité. La troisième étape, ça va être celle du contrôle des risques. Donc c'est le moment où on va venir identifier ces mesures de maîtrise du risque, on va les mettre en œuvre et on va évaluer le risque résiduel. Heu, donc ce que nous dit la norme 14971, c'est qu'on a 3 mesures de maîtrise des risques différentes. La maîtrise propre au design, donc c'est une impossibilité d'erreur par design. Par exemple, on a des détrompeurs, hein, c'est-à-dire qu'on a un câble qu'on ne peut pas enfoncer dans un certain trou du dispositif parce que le câble ne matche pas avec le dispositif. Par design, c'est impossible de rencontrer l'erreur, on ne peut pas le faire. On a les mesures de protection supplémentaires. Donc là, bah, si l'erreur est possible, eh ben, on va ajouter une alarme, on va ajouter une LED pour indiquer attention, il y a une défaillance, il y a quelque chose. Et la dernière, c'est les informations. Donc tout ce qui va être notice d'utilisation, formation, guide de démarrage rapide, et cetera. À savoir que dans tous les cas, ce que nous dit la 1471, c'est quand même qu'il y a un ordre de priorité. L'information, c'est une couche supplémentaire, mais l'objectif, c'est quand même d'avoir un dispositif qui est safe par design ou sur lequel on a ajouté des protectives mesures. Mais l'information, c'est censé être un petit peu de l'additionnel. Ça ne doit pas servir à lui seul à mitiguer complètement un risque d'utilisation, on va dire. Et donc pourquoi c'est important? Eh bien tout simplement parce que ça a un impact direct sur votre conception de votre dispositif. Parce que pour chaque risque, vous allez devoir ajouter des mesures de maîtrise du risque qui vont impacter vos choix de conception. Par exemple, si vous décidez que votre risque est aussi maîtrisé par, la notice, eh bien vous allez devoir ajouter des informations dans votre notice. Mais c'est pas parce que vous ajoutez des informations dans votre notice que celles-ci sont claires. Si vous ajoutez une liste, sur 4 pages de contre-indications, peut-être qu'elles seront pas comprises par l'utilisateur parce qu'ils vont vous dire: «C'est trop serré, j'ai pas envie de les lire, je vais pas les lire, elles sont pas claires» et cetera. Pareil, si vous décidez d'ajouter une alarme, potentiellement si, vous ajoutez une alarme qui ne sonne pas assez fort, eh bien l'utilisateur ne va pas la détecter. Si vous mettez une LED et ben, par exemple, si vous mettez une LED verte alors que ça signifie qu'il y a un problème, peut-être que vous êtes en incohérence avec le schéma mental attendu par votre utilisateur. Votre message d'erreur, s'il n'est pas clair, que c'est par exemple erreur 404, l'utilisateur va vous dire: «OK, super, j'ai une erreur 404, qu'est-ce que j'en fais?» Et bien voilà, et donc du coup, chaque mesure de maîtrise du risque impacte vos choix de conception, puisque tous ces éléments doivent être compris par l'utilisateur pour être vraiment efficaces dans la réduction des risques. C'est bien beau de dire: «J'ai mis tout ça de mesures de maîtrise du risque», mais si vous n'avez pas validé qu'elles sont efficaces et qu'elles sont bien comprises, eh bien, potentiellement, elles sont inutiles. Et du coup, leur intégration et leur conception sont essentielles. Mais l'impact est aussi sur vos évaluations. Tout simplement puisque au niveau de vos évaluations formatives, ça va être le moment parfait pour vérifier vos mesures de maîtrise du risque. En évaluation formative, on s'intéresse aux faiblesses et forces de l'interface utilisateur. Donc on peut s'y intéresser d'un point de vue purement intuitivité, etc. Mais le but, c'est quand même aussi de vérifier ces mesures de maîtrise du risque. Si on se rend compte qu'elles ne sont pas suffisantes, celles qu'on a en place, et ben potentiellement on peut en identifier des nouvelles.
que ça vienne de vous ou si vous êtes avec des utilisateurs qui vous suggèrent: «Bah oui, bah moi en fait ici j'aurais plutôt vu, un système de telle manière ou de telle manière, pourquoi vous faites pas ceci, pourquoi vous faites pas cela?» Potentiellement, ça va vous donner des nouvelles pistes pour vos mesures de maîtrise du risque. Vous pouvez aussi réaliser des itérations pour vérifier que vous avancez dans le bon sens. Donc si vous avez réfléchi à certaines mesures de maîtrise du risque, mais vous n'êtes pas sûr, ça va vous coûter cher en développement, vous n'êtes pas sûr d'aller dans le bon sens, eh bien rien ne vous empêche de faire une évaluation formative sur un premier prototype, et de dire: «Bah, voilà, on a prévu ça, qu'est-ce que vous en pensez?» Et de vérifier si c'est bien efficace avant de valider leur développement et leur implémentation. Ça va vous éviter notamment les mauvaises surprises lors de l'évaluation sommative. Et pareil, si vous hésitez entre plusieurs alternatives, donc par exemple, vous voulez mettre une mesure de maîtrise du risque dans votre notice, mais vous ne savez pas si vous voulez mettre un schéma, un tableau, juste du texte, et ben c'est le bon moment pour faire un choix. Profitez de vos évaluations formatives pour faire valider pour faire consulter vos notices par vos utilisateurs potentiellement, et eux vont pouvoir vous guider sur, vous mettez un cas où c'est le schéma, un cas où c'est un tableau, un cas où c'est le texte, vous voyez là où c'est le mieux compris. Si pour certains il y a eu vraiment beaucoup d'erreurs, est-ce que c'est dû au format ou autre? Ça va vous permettre de faire un choix. Et forcément, ça a un impact direct sur votre évaluation sommative, puisque l'objectif de l'évaluation sommative, ça va être de valider l'efficacité de vos mesures de maîtrise du risque pour démontrer la sécurité d'utilisation. Donc le bon processus, c'est d'imaginer des mesures de maîtrise du risque, de voir en évaluation formative si effectivement ça va dans le bon sens, si elles sont bien conçues, si elles sont conçues de manière intelligible pour l'utilisateur, si elles protègent bien. Et l'évaluation sommative, là vraiment, vient démontrer si elles sont efficaces ou non. La quatrième étape ensuite, c'est l'évaluation du risque résiduel global. Donc ce qui se passe, c'est que quand on fait son évaluation sommative, donc on a construit ces scénarios basés sur, notre analyse des risques. On a vérifié du coup si les mesures de maîtrise du risque étaient efficaces ou non, c'est-à-dire que, est-ce que lorsque mon utilisateur a fait sa tâche, il a rencontré une erreur d'utilisation? S'il en a rencontré une, eh bien, est-ce que la conséquence a vraiment été rencontrée? Ou est-ce que du coup, il y a quand même des mesures de maîtrise du risque qui nous ont aidé à nous sauver? S'il en a pas rencontré, eh ben, potentiellement, ça veut bien dire que mes maîtrises de mesure du risque étaient efficaces. Et ensuite, hem, ce qu'on va faire, c'est l'analyse des risques dits résiduels. Donc, au niveau des risques résiduels, on va se poser la question de savoir si le risque résiduel est acceptable. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les inputs qu'on a eu lors de l'évaluation sommative pour chacun des risques. Si on voit qu'on a des erreurs d'utilisation, bah, est-ce que le risque est acceptable, oui ou non? Si oui, on n'a pas forcément besoin de faire de modifications. Donc, je dis pas besoin de faire de modifications, mais rien ne vous empêche, même si vous avez un risque résiduel acceptable, d'en faire. Après, attention, si vous faites des modifications post-évaluation sommative, potentiellement, vous allez devoir redémarrer le processus. Mais si c'est une modification dite mineure, par exemple, vous ajoutez une virgule dans une phrase, potentiellement, vous allez pouvoir justifier que vous faites la modification sans refaire tout un processus d'actualisation derrière. En revanche, si votre risque résiduel n'est pas acceptable, des modifications d'interface vont être à envisager pour réduire le risque à un niveau acceptable. Là, si vous faites des modifications d'interface, vous allez devoir retourner à la phase 5.6 du processus d'application, qui est la spécification d'interface. Puisque vous allez faire des modifications d'interface, vous allez devoir refaire votre spécification qui décrit exactement comment se comporte votre interface. Ensuite, si lors de votre analyse des risques résiduels, vous découvrez qu'un nouveau risque a été découvert lors de l'évaluation sommative, bon alors s'il n'en a pas été découvert, pas besoin de faire de modification, tout va bien. En revanche, si un nouveau risque a été découvert lors de votre évaluation sommative, alors vous allez devoir analyser son impact. Vous allez devoir vous poser la question de savoir si la sévérité est importante. Si oui, eh bien, des modifications d'interface sont de nouveau envisagées pour réduire le risque à un niveau acceptable. Bien évidemment, vous pouvez avoir des cas où votre risque, quoi que vous fassiez, ne sera jamais réduit à un niveau acceptable. C'est notamment les cas sur des dispositifs implantables ou autres. Il y a des fois, vous ne pouvez malheureusement rien faire, mais vous devez justifier que vous avez mis en place le plus de choses possible et que d'un point de vue interface, vous ne pouvez plus rien faire techniquement pour réduire encore plus ce risque. Si jamais la sévérité du nouveau risque que vous découvrez n'est pas importante, potentiellement, vous n'avez pas besoin de faire de modifications. Après voilà, ça c'est un schéma qui reste théorique. Bien évidemment, ça se transpose chacun des cas, doit être adapté et ça va dépendre de vos justifications, de la gravité de vos risques, et de votre dispositif de manière globale, de la balance bénéfice-risque et cetera. Et dans le cadre où vous découvrez un nouveau risque avec une sévérité importante, cette fois-ci, ce que nous dit le processus de la norme 62366, c'est de retourner à la phase 5.1 qui est la spécification d'utilisation, donc de retourner au tout début, tout simplement puisque s'il y a un nouveau risque, on va chercher à s'intéresser à savoir
s'il a un impact, si, il y a par exemple un nouvel environnement d'utilisation qui est à prévoir, si ça a un impact sur la manière dont est utilisé globalement le dispositif, sur les utilisateurs, et cetera. Et vous allez devoir refaire tout le processus, donc c'est-à-dire repasser par votre analyse des risques d'usage, revoir votre spécification d'interface, potentiellement refaire des évaluations formatives pour voir si ce que vous avez prévu en conception est acceptable ou non, et ensuite repasser par une évaluation sommative. Bon, après, voilà, il y a des ponts au niveau de l'évaluation sommative. Vous allez pouvoir tester uniquement la partie d'interface modifiée sur potentiellement un groupe d'utilisateurs réduit. Et enfin, l'étape numéro 5, qui est le rapport de gestion des risques. Donc là, vous allez devoir prouver que le plan de gestion des risques est complété, confirmer que les objectifs requis sont atteints, et du coup, ben, on voit bien que les résultats de l'analyse des risques résiduels vont directement alimenter votre rapport de gestion des risques, puisque c'est eux qui vont permettre de dire si le risque d'usage est acceptable ou non. Et enfin, la dernière phase du plan de gestion des risques, c'est l'information de production et la post-production. D'un point de vue purement usability, ce qu'on va chercher à savoir lors du suivi post-production, c'est si de nouveaux risques ont été identifiés. Si oui, eh bien, on va les ajouter dans l'analyse des risques et on va venir analyser l'acceptabilité du risque. Donc, de nouveau, on va essayer de voir si, OK, on a des nouveaux risques qui sont apparus en suivi post-production, on ne les avait pas identifiés auparavant, ils sont passés vraiment à la trappe sur tout le long du processus. Quel est leur impact? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Si c'est grave, est-ce que j'ai déjà des mesures de maîtrise du risque? Et derrière, on va devoir déterminer s'il y a nécessité de faire évoluer l'interface et donc de réentrer dans un processus d'application avec une évaluation sommative. Et on va aussi chercher à savoir si la probabilité et la sévérité des risques identifiés est cohérente avec ce qui est observé sur le terrain. Si jamais vous avez estimé que un des risques était très rare, qu'il n'allait jamais arriver et qu'en fait vous vous rendez compte que 90 de vos utilisateurs le rencontrent quotidiennement, peut-être falloir revoir des choses et se dire: «Bon, OK, en fait on a peut-être mal estimé et peut-être qu'on a des modifications d'interface à faire pour réduire, vraiment la probabilité et la sévérité de notre risque». Donc au niveau des erreurs les plus fréquentes que l'on peut rencontrer lors de cette, analyse des risques d'usage et de de ce mix 1471, 62 366, c'est d'avoir un copier-coller de la norme 1471 et de juste venir ajouter l'erreur d'usage. On voit bien que pour l'usage, on a besoin d'avoir des scénarios d'utilisation, on a besoin de vraiment savoir qui est l'utilisateur, dans quel contexte, et de savoir beaucoup plus «d'informations» entre guillemets, que juste ce qu'on a dans la 14971 puisqu'on en a besoin après pour transformer, dans la Use Related Risk Analysis. Également une des erreurs qu'on peut avoir, c'est de décrire l'erreur comme une cause. Par exemple, on peut retrouver en erreur d'utilisation, l'utilisateur n'a pas vu le bouton. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas vu le bouton n'est pas une erreur d'utilisation, c'est une cause d'une erreur d'utilisation. Dans ce cas, l'erreur d'utilisation serait plutôt l'utilisateur n'a pas allumé le dispositif. Et là, on peut se dire pourquoi il n'a pas allumé le dispositif? Et bah parce qu'il n'a pas vu le bouton. Pourquoi il n'a pas vu le bouton? Parce que le bouton n'est pas en relief, le bouton n'a pas une forme de bouton, etc. Mais l'utilisateur n'a pas vu le bouton, ce n'est pas un risque d'utilisation. Une des erreurs aussi, c'est de ne jamais mettre à jour l'analyse des risques d'usage. Il faut savoir que l'analyse des risques d'usage, on ne s'attend pas à ce que ce soit un document figé. Vous allez la démarrer très tôt dans le processus. On a vu que c'est la deuxième phase du processus. Mais derrière, bah, vous allez faire une évaluation formative, vous allez découvrir des nouveaux risques, vous allez découvrir des nouvelles mesures de maîtrise du risque à mettre en place. Vous allez mettre à jour votre évaluation, votre analyse des risques d'usage. Derrière, vous allez faire votre évaluation sommative. Idem, potentiellement, vous découvrez des nouveaux risques, vous mettez à jour votre analyse des risques. Vous avez vos risques résiduels post-sommative à remplir. Vous allez mettre à jour votre analyse des risques d'usage, etc. Ce qui est important, c'est par exemple au moment du protocole d'évaluation sommative de dire sur quelle version et à quelle date vous avez pris l'analyse des risques d'usage, pour bien qu'on trace sur quelle, analyse a été faite votre évaluation sommative. Mais derrière, c'est un document à mettre à jour constamment, même avec le post-production, puisqu'on peut venir réajuster des choses. Une erreur qui peut vous coûter très cher et qui est très importante, c'est d'avoir ce type de risque, c'est-à-dire les risques du type mauvaise utilisation du dispositif. Hem, c'est pas très acceptable, on va dire, d'un point de vue erreur d'utilisation. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, tout simplement, puisque d'avoir un des risques très généraux, ça peut recouvrir des dizaines de situations différentes. Là, quand vous dites l'utilisateur a des difficultés, mauvaise utilisation du dispositif, ça vous permet pas d'identifier quoi concevoir ou quoi tester pour réduire le risque. OK, mauvaise utilisation, mais c'est dû à quoi? Est-ce que c'est à cause du bouton pour allumer mon dispositif? Est-ce que c'est pour régler la dose? Est-ce que sur du logiciel, c'est pour importer un fichier? Vous ne savez pas du tout à quoi c'est lié. Ça va être impossible de relier ce type de risque à une tâche ou un scénario d'usage. Potentiellement, vous allez devoir relier à toutes les tâches ou tous les scénarios d'usage parce que l'utilisateur peut mal utiliser votre dispositif, quelle que soit la tâche.
Vous ne pouvez pas concevoir de mesure de maîtrise du risque efficace pour une erreur qui n'est pas définie. Et ensuite, ça va directement impacter vos résultats d'évaluation sommative, puisque si par exemple vous avez ce risque que l'utilisateur utilise mal le dispositif, potentiellement, à chaque fois qu'un utilisateur va rencontrer une erreur d'utilisation dans votre évaluation sommative, vous allez pouvoir relier ce risque. Et du coup, vous allez vous retrouver avec une fréquence de ce risque rencontré en évaluation sommative très très importante. Et du coup, à un moment donné, si dans votre évaluation sommative, vous avez 14 sur 15 utilisateurs qui ont rencontré ce risque, on va vous dire: «Bah, par contre, c'est qu'il est non acceptable». Vous allez pas pouvoir justifier qu'il était acceptable. Donc d'avoir des risques très généraux, malheureusement qui impactent toutes vos tâches et tous vos scénarios d'usage, ça peut vous mettre en danger au niveau de l'évaluation sommative. Les bonnes pratiques, ça peut être par exemple pour chacune des tâches déjà d'indiquer les utilisateurs concernés. Tout simplement puisque lorsque vous allez faire votre évaluation sommative, ce qu'on va attendre de vous, c'est de, faire l'évaluation sommative avec 15 participants par groupe utilisateur. Des groupes utilisateurs, ça peut être par exemple sur un dispositif, un groupe médecin, un groupe infirmier. Hem, Au niveau de ce recrutement, si par exemple vous vous rendez compte pardon, que toutes les tâches associées aux infirmiers ne sont pas critiques, c'est toutes des tâches avec des sévérités faibles, vous pouvez très bien justifier: «Bon, on va recruter uniquement des médecins», puisque, bah, au niveau des infirmiers, on n'a rien qui est critique. On avait choisi un schéma de sélection des scénarios, où on se base sur des risques supérieurs à 3. Ils n'ont aucun risque, supérieur à 3. On peut justifier de ne pas faire d'évaluation sommative. Donc ça peut vous faire économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent de bien, ficeler, votre analyse des risques. Pour chaque tâche, indiquez également les cycles de vie concernés. D'un point de vue 62-366, ce qu'on va attendre de vous, c'est que vous couvriez tous les cycles de vie du transport à l'élimination. Donc même si, par exemple, on ne fait pas d'évaluation sommative sur un transporteur, si on prend un dispositif qui est, par exemple du sérum physiologique que vous allez chercher à la pharmacie, vous avez quand même la phase de transport du patient qui va chercher son dispositif à la pharmacie, qui le ramène chez lui et vous allez devoir voir s'il y a des tâches critiques à ce niveau-là. S'il y en a, vous allez devoir les évaluer lors de l'évaluation sommative, donc ça peut être il comprend bien les pictogrammes liés au changement de température et cetera, que, je sais pas, il doit pas prendre l'avion avec son sérum physiologique, par exemple. Eh bien, si c'est une tâche critique parce que ça va détériorer le produit et donc rendre le traitement inefficace, vous allez devoir l'évaluer. Et même d'un point de vue auditeur, c'est bien de voir dans votre analyse des risques que vous avez bien pris en compte chacun des cycles de vie, qu'il y ait des tâches critiques ou non, qu'il y a des erreurs ou non, mais pour bien montrer que vous êtes passé par tout, ce qui était attendu. Et enfin, une bonne pratique quand vous décrivez une erreur d'utilisation, c'est de commencer par l'utilisateur. Donc l'utilisateur a réglé la mauvaise dose, l'utilisateur n'a pas fait telle action, l'utilisateur n'a pas détecté l'alarme. Tout simplement puisque ça montre bien que vous partez de l'utilisateur et que ce n'est pas un risque technique. On a déjà vu des risques du type, le système ne répond pas correctement. Bah, alors là, c'est pour vous à évaluer derrière, c'est difficile puisque vous devez vraiment toujours partir de l'utilisateur. Donc vraiment le conseil, c'est d'avoir toujours des recommandations qui commencent par: «L'utilisateur fait ceci, ne fait pas cela» et cetera. Donc si on résume globalement, comment on fait une analyse des risques d'usage conforme? La première, ça va être d'identifier les dangers relatifs à l'usage. On va déterminer les erreurs d'utilisation qui peuvent mener à ces dangers. On va développer et implémenter des mesures de maîtrise du risque. Ici, on pense bien faire des évaluations formatives pardon, pour vérifier leur efficacité. Et enfin, on va démontrer une utilisation sûre et efficace à travers l'évaluation somatique qui va nous permettre d'apporter une preuve tangible que nos mesures de maîtrise du risque sont efficaces. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une bonne analyse des risques d'usage, pardon, c'est celle qui va raconter une histoire claire, qui a fait quoi, quand, pourquoi ça peut mal se passer et comment le dispositif protège du dommage, puisqu'il ne faut pas oublier que, tous nos utilisateurs sont des humains et que l'erreur est humaine, donc on peut toujours faire une erreur et le but quand même, c'est d'avoir un dispositif qui vient nous protéger de nos erreurs. Donc c'était tout pour ce que je l'avais pardon, à ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le, questions-réponses du webinaire. Et si jamais vous n'avez pas de questions, j'espère que ce webinaire vous a plu. Ne manquez pas du coup notre prochain webinaire du 5 décembre, donc avec, Héloïse Leroland sur, les évaluations cliniques et la psychiatrisation pour vous présenter qu'en fait elles ne sont pas si distinctes que ça.
Du coup, je vous laisse encore deux petites minutes pour poser vos questions. Si jamais vous en avez pas, il y a pas de souci. Alors du coup, on a une petite question d'Héloïse pour savoir si dans le cadre d'un produit avec un DM en dur et une application, on doit faire 2 analyses distinctes. Pas nécessairement, ça peut être dans la même analyse des risques, et vous pouvez très bien ajouter une petite colonne, interface concernée et dire si ça concerne plutôt l'interface numérique ou physique. Après, c'est même rien d'obligatoire, vous pouvez vraiment tout faire dans la même analyse. Tant que vous tracez bien vos erreurs d'utilisation, tout peut se faire au même endroit. Et bien, du coup, s'il y a plus de questions, je vous propose d'arrêter là pour, alors s'il y a une dernière question sur l'évaluation sommative, donc en fait l'évaluation sommative, qu'est-ce que c'est? C'est une évaluation qui va nous permettre, de, vérifier si nos mesures de maîtrise du risque sont bien, efficaces ou non. Donc une évaluation sommative, c'est une évaluation qu'on fait en toute fin de processus, sur la version finale de l'interface utilisateur. Donc au niveau de cette évaluation sommative, ce qu'on va faire, c'est on va réaliser des tests utilisateurs. On va prendre 15 participants par groupe utilisateur. On va leur demander de faire des scénarios d'utilisation avec le dispositif. Donc, c'est-à-dire globalement d'utiliser le dispositif. Et lors de l'utilisation du dispositif, on va vérifier si tout se passe bien. Donc, si par exemple on reprend le stylo à insuline, on leur dit bon bah voilà, maintenant vous devez vous administrer 4 doses. On va regarder si les patients sont en mesure de s'administrer 4 doses. Si par exemple ils ne savent pas s'administrer 4 doses, qu'ils s'en administrent plus ou moins, on va se dire qu'il y a une erreur d'utilisation et là, on va essayer de creuser pourquoi il y a une erreur d'utilisation. Donc potentiellement, le patient va vous dire: «J'avais mal compris la consigne». Bon, bah, là, on peut mettre sur l'effet du test, mais potentiellement, il va vous dire: «Ce n'était pas clair au niveau de l'interface, votre interface, ça ne va pas du tout, c'est mal fait. J'ai pu me tromper, c'est qu'il y a des petits problèmes, tout ça». Et là, vous allez devoir voir là, ça vous permet de voir, pardon, si vos mesures de maîtrise du risque ont été efficaces ou non, puisque si l'utilisateur a eu la possibilité de mettre 4 unités au lieu de 2. Potentiellement, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mal fait au niveau de la conception. Donc, par exemple, on n'avait pas une flèche pour guider vraiment le dosage, le chiffre était peut-être trop petit, et cetera. Donc, on va chercher à creuser ce qui a pu mener à ce problème et justifier si derrière on doit faire des modifications ou non. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'évaluation sommative, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube sur lequel on a justement un replay d'un webinaire dédié à l'évaluation sommative dans lequel on explique vraiment ce que c'est, comment on la met en place et ce qui est attendu au niveau des autorités. Mais on va dire que l'évaluation sommative, c'est un peu une validation, de l'usage de son dispositif. Et bien, du coup, s'il y a plus de questions, je vous propose de clore cette session. Dans tous les cas, vous allez recevoir un mail avec le lien du replay et le support, du webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail et du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée et merci de votre présence lors de ce webinaire.